Eh ben, moi, je suis né en 1939. 1939, c'est le début de la guerre mondiale. Et j'ai été marqué par cette guerre mondiale parce que je suis lorrain. Euh, Mon premier souvenir, c'est celui de l'Exode. Deuxième épreuve de ma vie, après le bombardement de 1939, la guerre d'Algérie pendant un an dans le bled, monter la garde dans un dépôt de munitions au milieu de la forêt à 3 kilomètres de la base. C'était pas drôle du tout, on avait la trouille de se faire attaquer. Dès qu'on entendait un bruit de renard ou de chacal dans la forêt, on croyait que c'était l'effet de la guerre. Enfin bon, c'était un peu difficile. Et puis, ben, j'ai été ordonné prêtre. Je suis volontaire pour répondre à un appel du pape Pie XII qui avait fait une lettre pour dire que l'Église est universelle, il faudra qu'elle en donne des signes. Et donc, il y a des prêtres qui aillent d'un diocèse à l'autre pendant quelque temps et qui ne restent pas dans leur diocèse. Alors, l'évêque de Phnom Penh, qui s'appelait Ramos, dit, moi, ce prêtre, je suis preneur s'il veut bien. Alors, ben voilà, d'accord, pour aller à Phnom Penh quelques jours après. L'église, représentée par je ne sais plus quel évêque, leur téléphone en disant, bah, écoute, c'est très bien, mais c'est la pagaille, là-bas, c'est la guerre, tu peux très bien revenir sur sur ta décision d'aller à Phnom Penh, on peut pas t'y obliger, les prêtres de Phnom Penh rentrent en France, je dis, moi, j'ai donné ma parole, je tiens à ma parole. J'ai dit que j'allais au Cambodge, je vais au Cambodge. C'est la guerre, bah, je suis habitué, l'Algérie, le 39, je sais un peu ce que c'est, bon, je reste. Le mois de septembre, l'évêque de Phnom Penh me dit, écoute, étant donné ce qu'est la situation, une fois arrivé à Phnom Penh, tu ne pourras pas sortir de l'évêché sans garde du corps ou sans faire très attention. Reste 3 semaines en Thaïlande pour découvrir un peu la vie en Asie. Ce que j'ai fait, je suis resté 3 semaines à visiter avec les missions de Paris du nord au sud, d'est en ouest, très intéressant. Alors, le samedi 6 octobre, je dis, bon ben, l'expérience a assez duré, je pars demain. Mais manque de peau dans la nuit du 6 au 7 octobre. Le dernier pont sur le Mékong a explosé. Enfin, c'était la guerre totale. Alors, plus de pont, plus d'avions, plus de routes, plus de bateaux. Les missionnaires de Paris me disent, bah écoute, tu peux pas partir à Phnom Penh, il y a plus moyen de communication. Mais on va aller à l'aéroport demander si c'est vraiment ça. Alors on va à l'aéroport avec le supérieur, et là, une employée qui entend que ce monsieur voulait aller au Cambodge alors que tous fuyaient le pays, c'était vraiment bizarre. Il dit, mais il y a l'attaché militaire américain qui doit repartir dans une demi-heure, il va arriver, il a son petit avion qu'il a sur le terrain et il rentre à Phnom Penh. S'il veut vous emmener, bah, on lui demander, on sait jamais. Alors une demi-heure après, je vois arriver les GI américains armés jusqu'aux dents et un petit bonhomme au milieu. C'était le chargé d'affaires américain et je lui dis pardon monsieur, voilà, je voudrais vous en peine. Il fait, oui oui, go, venez, venez. D'accord. Sans plus de réflexion, il m'embarque avec lui, me prend par le coude et moi je le suis avec mon sac à la main et nous voilà arrivés devant son petit avion qui avait 15 personnes. 5 ou 6 soldats montent, on se serre un peu et nous voilà partis. En rase-moque parce que c'était la seule façon d'éviter les roquettes, les mines, je sais pas quoi, les bombardements. La ville était sans dessus dessous, c'était la panique. Et nous voilà partis en voiture de l'aéroport à l'évêché, 7 ou 8 kilomètres. On passe devant la gare et devant la gare, il y avait les corps de 100 soldats vietnamiens tués. Et on me dit, oui, c'est bien le signe que la guerre du Cambodge n'est pas une guerre du Cambodge, mais c'est les Vietnamiens, c'est ça aux Vietnamiens qui nous emmerdent. C'est les Vietnamiens, c'est pas les Cambodgiens, etc. Bon, et même là, arrivé à la Véché, je devais coucher dans un village, dans un milieu khmer, il n'en était plus question, je devais donc rester à l'évêché. J'ai appris un peu de cambodgien pendant 6 mois, mais un jour par semaine,
Les activités de la paroisse sont pratiquement nulles, il n'y a plus de catéchisme, et la police demande qu'on dise la messe assez rapidement parce que c'est dangereux dans la cathédrale. Alors j'avertis un ou deux Cambodgiens euh, chrétiens, et je leur dis, bah, il y a des lépreux qui tous les dimanches sont à la porte de la cathédrale et mendient. On va voir avec eux s'il y a moyen de faire quelque chose de mieux que la quête. Alors je les invite à venir à une réunion de mercredi soir à 18h à l'évêché. J'en avais invité 5 ou 6, ils arrivent à 40. Au bout d'une semaine, ils étaient 500. Et au bout d'un mois, il y avait 3000 lépreux qui venaient se faire nourrir, etc. Et on a ouvert une école avec les religieuses. Ça a duré 6 mois et arrive le mois d'avril 1975. Alors, le 4 ou 5 avril, déjà on savait que c'était la fin. Moi, je montais de temps en temps à la tour de la cathédrale sur le sommet pour voir au loin les chantiers que les Khmers rouges brûlaient. Et on apercevait les flammes et les fumées. Jusqu'au jour où, vers le 15 avril, on dit là, c'est la fin. Ils vont rentrer demain dans Phnom Penh. Alors, le 16 avril, oui, 16 avril au matin, le responsable de la Croix-Rouge vient me trouver, il me dit voilà, on va faire une zone blanche. Si tu pouvais faire partie du comité, ça très bien, j'accepte. La zone blanche, c'était dans un hôtel, l'hôtel Phnom, l'hôtel 5 étoiles de Phnom Penh. Et à 8 heures du soir, il arrivait encore des gens, l'hôtel était plein. Tandis que l'évêque s'était occupé d'accueillir à la cathédrale. Il y avait 2000 personnes dans la cathédrale qui étaient hébergées. Alors je suis sorti de la zone blanche de l'hôtel Phnom, qui était à 200 mètres de la cathédrale, pour aller voir ce qui se passait à la cathédrale. Et quand j'ai vu ces 2000 personnes qui se cachaient sous les bancs, qui faisaient des échafaudages avec les meubles pour se planquer, j'ai été profondément choqué. Enfin, c'était vraiment la fin. Alors vers 9 heures du soir, ou oui, quelque chose comme ça, je suis rentré à l'évêché, qui était à 300 mètres de l'hôtel Phnom, faire semblant de dormir, mais à 4 heures du matin, après une nuit entière où les bombes étaient tombaient des bombes toutes les minutes, des roquettes, tout ce qu'on voudra, je m'aperçois à ce moment-là que ma moustiquaire est percée, une balle était rentrée dedans, sans toucher moi. Ma moustiquaire était foutue. Et à 8 heures, elle est arrivée en file indienne, avec des sandales, des vêtements de toutes sortes, les vrais Khmers rouges, sans, avec une arme, mais ils ne s'en servaient pas. Et on n'entend plus les bombardements. Et tout cesse. C'était plus de voitures. Tout d'un coup, le grand silence dans Phnom Penh, l'arrivée des Khmers rouges. Donc à 8 heures du matin, c'est l'arrivée des Khmers rouges et des Cambodgiens comme moi ou des Français qui disent bah, c'est la fin de la guerre. C'est à la cambodgienne, c'est la fin de la guerre. Alors avec quelques prêtres, on prévoit d'aller à midi, on va sortir le champagne. Enfin, le champagne, c'est du whisky probablement ou de la vodka. On se dit, voilà, on va fêter la fin du régime de l'Odal. Mais à 10 heures, les premières voitures radio passent dans la ville en disant toute la population doit quitter la ville. Et à ce moment-là, la population a compris que c'était la catastrophe, que les Khmers rouges avaient choisi la solution difficile pour pénétrer le Cambodge et pour l'envahir et pour le transformer. Si bien que à 10h30, 11h, les premiers groupes de Cambodgiens les plus dociles commençaient à sortir de la ville, mais on leur demandait de ne pas monter dans les voitures, et s'ils avaient une voiture, ils pouvaient la pousser, mais pas mettre les moteurs en route. C'était vraiment un paysage difficile à supporter, et à midi, c'était des foules, des foules, des foules, parce que les Cambodgiens, les Khmers rouges rentraient dans les maisons,
Et si quelqu'un faisait problème pour partir, et aussitôt il l'exécutait, ou il faisait semblant en tirant dans tous les sens. Si bien qu'à midi, c'était des milliers de personnes qui commençaient à quitter la ville. Et nous, prêtres français, on se demandait ce quoi faire. Moi, j'étais rentré à la zone blanche. À la zone blanche, on voulait l'évacuer parce qu'elle n'avait plus de raison d'être, puisque les Khmers rouges étaient arrivés. Et on emmenait en voiture à l'ambassade de France les quelques personnalités qui étaient là. Et moi, j'emmène un ministre et je reviens une deuxième fois, une troisième fois, et la quatrième fois, je devais emmener le prince Céric Matac, qui était une personnalité importante du régime, à l'ambassade. Ce que je fais, à l'ambassade, il y avait de plus en plus de monde, des milliers de personnes qui passaient au-dessus des murs. Les gendarmes de l'ambassade essayaient d'éviter ça, mais il y avait 1,5 km de mur à l'ambassade. Donc c'était difficile d'empêcher les gens de passer. Et c'était la panique. Enfin bon. Alors certains militaires de carrière commençaient à ressortir de l'ambassade en disant c'est pas une solution, rester là, ça va nous attirer des ennuis. Il vaut mieux qu'on quitte la ville avec les gens. Donc les militaires partaient avec les foules. Les religieuses avaient choisi la même attitude, de ne pas aller à l'ambassade, mais partir sur les routes avec les gens. Moi, le jeudi soir, j'ai couché à l'hôtel à l'évêché. Alors, le lendemain matin à 8 h, je téléphonais à l'ambassade, m'a dit, il faut venir à l'ambassade, c'est là que le seul endroit qu'on peut garantir, d'après les Khmers rouges, ils ne toucheront pas l'ambassade. Donc, je suis parti le matin à 8 h, sans rien, à l'ambassade. Et dans la matinée, j'ai voulu aller voir chez les sœurs qui étaient à 200 mètres s'il y avait quelqu'un. Le bâtiment était vide, mais dans le couloir, tout d'un coup, je me suis tombé sur un Khmer rouge qui était menaçant. J'ai vite compris qu'il ne fallait pas sortir de l'ambassade. Je suis rentré et je ne suis plus sorti de l'ambassade pendant 3 semaines. Alors le premier soir, donc on était dans les jardins de l'ambassade. On était sans rien, sans moustiquaire, sans couverture. Non, rien du tout. La première nuit, j'ai couché sur le siège de la voiture de François Bizot, qui avait une Jeep. Mais il n'y avait plus de coussin parce qu'il avait été pris par les uns ou par les autres pour servir de matelas. Si bien que j'ai dormi sur la ferraille, par terre, très mal. Voilà. Le 10 ou 15 jours après l'entrée dans l'hôtel la Zone Blanche, les Cambodgiens commençaient à ressortir, sachant bien qu'il n'y avait pas d'autre issue. Certains avaient demandé leur mariage à l'ambassade, mais l'ambassadeur avait refusé de faire des faux mariages parce qu'il disait ça va nous retomber dessus. Donc les faux mariages n'existaient plus. Il y en a eu que pendant quelques jours, mais après ça n'a pas duré. Oui, alors il y avait parmi les personnalités, il y avait Céric Matac, bon, qui faisait partie des 7 personnes qui devaient être exécutées sitôt leur arrivée. Il va rester quelques jours à l'ambassade jusqu'au jour où les Khmers rouges se faisant de plus en plus insistants pour que les Khmers sortent. Les Khmers rouges disent il faut que Céric Matac sorte. Et Céric Matac dit au consul je vais sortir, laissez-moi quelques minutes. Il va mettre une chemise, une cravate, une veste, un pantalon. Et il sort courageusement, sachant que il arrive à la porte et il monte dans une jeep et là il est exécuté. On a entendu le coup de feu. Il n'y a pas eu de jugement ni rien, quoi que ce soit. C'était un coup dur pour les gens à l'intérieur de l'ambassade. L'exécution de Céric Matac, c'est quelque chose qui a été mal digéré. Oui, il y avait pas d'exécution possible. Quand le consul a demandé à être reçu par les autorités, il croyait qu'il allait être reçu par Pol Pot, qu'on appelait ça le Tsar à l'époque.
Il a cru qu'il allait être reçu par des personnalités, il a été reçu par un adjudant, et encore un sous-fifre, de sous-fifre, et qui lui a dit si vous n'êtes pas parti, on vous l'a dit qu'il fallait quitter Phnom Penh, vous n'êtes pas parti. Bah, ne demandez rien, estimez-vous qu'on vous tue pas. Mais la ville ne s'organisait pas, il y avait rien à faire, il y avait rien à manger. Il y avait de temps en temps des personnes qui sortaient dans les maisons voisines, chercher dans les cuisines s'ils pouvaient rester. Mais les gens en général étaient partis avec leurs provisions. Donc il n'y avait pas grand-chose. Moi je sais que j'ai dû rester 8 jours sans rien manger. Il y avait pas d'eau non plus, mais il y avait de la bière, ou il y avait du whisky, il y en avait dans les réserves de l'ambassade. De l'eau, il n'y en avait pas parce que la fontaine, oui, de l'ambassade avait été percée par une bombe et bah, il y avait pas d'eau, quoi. Celle qui était bue par les gens, c'était l'eau du tournesol, sapin, avec toutes les saletés. Pour les enfants, c'est très, très, très dur. Alors moi, j'ai été chargé du téléx, donc on envoyait les téléx, mais on ne pouvait pas en recevoir. Parce que les Khmers rouges brouillaient les pistes pour les recevoir, mais pour les envoyer, on y arrivait. Le chiffre codé, c'était le chiffre de l'ambassade qui, lui, restait en lien avec Paris, parce que les codes arrivaient à passer. Donc on avait quand même quelques nouvelles. Il fallait pas en abuser pour ne pas provoquer la fermeture par les Khmers rouges. Un jour, je dis à un copain prêtre, qui était le vicaire général, je dis, pas quand on va sortir, il dit, mais t'es assez con pour savoir comment sortir. Dans 3 jours, c'est la prise de Saigon, tout le monde va s'occuper de Saigon, le Cambodge, on n'en parlera plus, et on va nous exécuter, on n'en sortira pas. Ah bon, alors j'étais resté avec cette conviction qu'on avait pas mais j'avais pas eu peur, je me souviens que, non, bah, je reste persuadé que je m'en sortirai parce que je suis pas venu pour ça. Et on s'en est sorti, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, hein. Ça a bien failli se tourner mal. Quand on est monté dans les camions pour aller vers la frontière, on ne savait pas du tout si on n'allait pas être exécuté au bout du chemin. Enfin, les camions étaient conduits par des enfants qui n'avaient jamais conduit, qui n'avaient pas de permis ni rien du tout. Et il fallait que les camions passent par autre chose que les routes nationales pour ne pas rencontrer les populations qui étaient sur les routes. Donc c'était particulièrement difficile et cruel pour les gens. Il y a eu 3 morts dans cette première délégation, une femme et 2 enfants. Qui n'ont pas été exécutés, mais qui sont morts de fatigue, de peur, de tout ce que vous voudrez. Ils ont mis 4 jours pour arriver à la frontière. Nous, le second voyage, on a mis un jour de moins. Et on n'a pas eu d'orage, alors qu'eux ont eu 2 orages terribles, très violents, comme ce sont souvent les orages au Cambodge. Et donc ils étaient trempés, humides, froids. Enfin, leur premier voyage a été très dur. Le deuxième, beaucoup moins. Le premier soir, on est arrivé à Kampong Chhnang, on a dormi sur l'autoroute. Le deuxième soir, on a dormi sur la route devant l'aéroport de Battambang. On est arrivé au milieu d'un rassemblement et il y avait 3 Français là qui ont demandé à venir avec nous dans le voyage, ce qui a été fait. Donc ces 3 Français ont rejoint le deuxième groupe alors qu'ils n'étaient pas prévus, quoi. Ils ont eu de la chance, eux. Et personne ne les en a empêchés. Ah ben, il y a un pont, et le premier, on était dans le premier camion passe sans problème, on arrive de l'autre côté où il y avait monsieur Sauvagnargues et je ne sais quelles autorités. Donc c'est arrivé, et puis il y avait le supérieur des missions étrangères de Paris qui nous a emmenés dans un restaurant pour manger, on avait faim. Et de la frontière, on est parti l'après-midi jusque Bangkok en voiture.
La voiture des missions étrangères de Paris, c'était tranquille, la calme.